Il est né dans un monde de magie sans aucune compétence magique, mais il décide de devenir le plus fort des magiciens après avoir tué tous les monstres du donjon avec son épée. Phil est un jeune garçon vivant dans un monde où la magie est valorisée plus que tout, mais malheureusement pour lui, il est né sans aucun talent magique. Il est tout de même inscrit dans l'une des académies les plus prestigieuses, mais le problème est le suivant, comment quelqu'un qui n'a aucun talent magique peut-il réussir dans une telle université? Il décide de s'attaquer à ce problème en perfectionnant ses compétences à l'épée et se rend régulièrement dans des donjons de haut niveau, se battant contre des bêtes géantes qui lui lancent des sorts magiques, qu'il esquive et utilise son incroyable vitesse et ses prouesses à l'épée pour s'abattre sur le monstre et le trancher en deux d'un seul coup de taille. Ce n'était qu'un échauffement, car il se rend compte qu'il doit affronter des dizaines de monstres similaires s'il veut sortir vivant de ce donjon, ce qui n'est pas un gros problème pour lui, puisqu'il a déjà fait cela plusieurs fois. Le lendemain matin, il se rend en classe très fatigué, où le professeur Edward leur enseigne les bases de l'alchimie et comment produire du soufre, qui aide à la création d'explosifs. Edward remarque que Phil s'assoupit au fond de la classe et l'appelle par son nom, mais sans s'en rendre compte, Phil continue de ronfler jusqu'à ce qu'Edward crie son nom, ce qui surprend Phil qui se lève immédiatement. Edward l'appelle à l'avant et lui demande de faire une démonstration de ce dont ils viennent de parler, et sans autre choix, Phil est forcé d'aller devant toute la classe pour faire la démonstration du processus. Edward lui dit que c'est super facile et qu'il suffit de produire des flammes et du soufre. Phil sort en tremblant la baguette de son cul et incante le sort pour faire apparaître des flammes, mais à son grand désarroi, pas même une petite étincelle ne sort de la baguette. Tous les élèves se mettent à rire de lui comme s'il s'agissait d'un humoriste, mais le professeur leur demande de se taire. Edward regarde Phil avec dégoût en affirmant qu'il n'a aucune idée de comment quelqu'un comme Phil peut être si bon en théorie mais échouer complètement en magie pratique et se demande comment Phil a pu être sélectionné pour cette académie. Soudain, un garçon renommé Sion sort sa baguette et la pointe avec assurance vers les objets posés sur le bureau avant d'utiliser sa magie de flamme, les brûlant complètement et créant du soufre tandis que Phil se cache derrière les flammes. Edward leur dit de ne rien faire sans permission et crée immédiatement un énorme cristal de soufre avec sa formule magique. Il leur dit que la magie est la chose la plus importante dans ce monde, car les mages sont des héros, et que pour survivre dans cette académie, les élèves doivent être bons en magie. Les imbéciles qui n'ont aucune idée de la façon de contrôler la magie doivent tout simplement quitter l'académie. À la fin du cours, Sion et ses acolytes s'approchent de Phil et l'embarrassent en lui disant qu'il ne peut tuer que des monstres de bas niveau dans les donjons. Mais un camarade de classe et ami d'enfance de Phil, Colette, sort et dit à Sion de le laisser tranquille, car il est bien plus gentil que lui et son groupe. Sion s'énerve un peu, mais en rit, affirmant que la gentillesse et le travail ne mènent pas loin sans magie, avant de s'éloigner avec ses hommes de main. Colette et Phil commencent à marcher tandis qu'elle lui dit de ne pas trop s'inquiéter, mais Phil semble plutôt habitué à ces brimades, car il regarde vers le ciel, affirmant qu'il est magnifique. Il s'avère qu'il y a plusieurs années, les humains étaient piégés sous une couche d'obscurité et ne voyaient jamais le ciel parce qu'ils vivaient dans la peur de certains esprits maléfiques qui jetaient une ombre sur le monde entier. Heureusement, 5 mages légendaires se sont opposés aux esprits maléfiques et, après une grande bataille, ils ont réussi à les repousser et à libérer les humains de l'obscurité, en leur montrant à quoi ressemblait le vrai ciel. Ces mages étaient connus sous le nom de magie Vander, et ce titre est aujourd'hui transmis aux mages les plus puissants de ce monde. Elle se souvient de la promesse qu'il avait faite à l'une de ses amies d'enfance, Elfie, qui lui montrait des livres d'histoire sur les magies Vander, et ils avaient fait un pacte l'un avec l'autre pour devenir un jour des magies Vander. Elle a fini par tenir sa part du marché, car elle avait un talent incroyable et elle a rapidement gravi les échelons pour devenir la plus jeune magicienne vandale de l'histoire et a commencé à vivre dans la tour divine, tandis que Phil s'est avéré être bien en dessous de la moyenne, s'en tenant à peine à son rêve et à sa promesse. Plus tard dans la journée, il va rencontrer le professeur Workner, qui finit par lui hurler dessus lorsqu'il apprend que cet imitateur d'Harry Potter a atteint le niveau 7 des donjons tout seul et lui dit qu'un jour, il se fera tuer. Phil tombe à terre et s'excuse, mais demande s'il en aura le mérite ou non. Workner soupire et lui accorde 2 crédits pour sa peine, mais alors que Phil est occupé à célébrer, Workner lui demande s'il n'a pas encore abandonné son rêve de devenir un Vendée. Il prétend que pour avoir ne serait-ce qu'une petite chance de devenir un Vendée, il doit être admis à l'institut supérieur, et pour cela, il a besoin de beaucoup de crédits en écriture, en orthographe et en combat. S'il n'est pas capable d'utiliser des sorts, il n'obtiendra jamais de crédit en orthographe, et peu importe le nombre de crédits qu'il obtiendra dans les 2 autres domaines, il ne pourra jamais être admis. Phil affirme que quoi qu'il arrive, il va essayer, et Workner lui dit qu'il doit d'abord obtenir son diplôme, mais qu'à sa connaissance, il a besoin de 4 crédits supplémentaires d'ici la fin de la semaine. Cela choque Phil, qui commence immédiatement à chercher des monstres qui peuvent lui donner 4 crédits, quand Workner lui dit qu'il y a un monstre appelé Baskerville au 6e étage qui n'a pas encore été vaincu. Phil embrasse immédiatement son professeur, mais à leur insu, Sion entend la conversation et décide de se rendre lui-même dans les donjons pour tuer le monstre avant Phil, ce qui lui vaut d'être renvoyé de l'académie pour manque de crédit. Plus tard dans la soirée,
Phil entre dans la grotte avec son familier Kiki et lui dit d'utiliser son nez pour trouver le monstre, mais Kiki ne semble pas très enthousiaste car la dernière fois que Phil a combattu un Baskerville, elle a fini par être brûlée par son souffle. De l'autre côté, Sion et ses acolytes pénètrent également au 6e étage, déterminés à trouver la bête avant Phil pour qu'il soit mis à la porte. L'une de ces sous-fifres aux cheveux roses féministes demande si c'est une bonne idée que 3 mages seulement entrent au 6e étage, mais Sion le regarde avec colère, affirmant qu'il est l'un des meilleurs mages de la classe et qu'il peut faire face à la situation. Tout en marchant, il a des pensées racistes et furieuses et demande à ses subordonnés d'utiliser leur magie de balayage pour trouver l'emplacement de la bête, quand soudain, un énorme monstre apparaît et frappe le garçon aux cheveux hérissés si fort qu'il se transforme en crêpe sur le mur. Sion est choqué, incapable de bouger, tandis que la féministe se met à hurler de terreur. Phil entend le cri et se lève immédiatement avant de courir à la vitesse de l'éclair vers le bruit, car il craint que quelqu'un ne soit blessé. Au détour d'une rue, il aperçoit Sion au sol en train de tirer des coups de feu sur le monstre, qui n'a pas l'air de s'en soucier. Phil reconnaît immédiatement qu'il s'agit de la Sentinelle, un monstre extrêmement puissant qui vaut 10 points de crédit, mais il se demande ce qu'elle fait dans ce donjon. Il se rend compte que la magie de Sion n'est d'aucune utilité pour le monstre, qui ignore complètement les flammes et continue d'avancer vers le garçon terrifié à terre. Il pense à l'aider quand soudain il se souvient de toutes les fois où ce connard de personne l'a ridiculisé sans raison. Il a envie de fermer les yeux et de faire comme s'il n'avait rien vu, mais il se souvient d'Elfie, qui lui a dit qu'il était la personne la plus gentille qu'elle connaissait et lui a offert une paire de lunettes. Cela lui rappelle qui il est vraiment, et il met les lunettes pendant que le monstre lève son arme pour en finir une fois pour toutes avec ce morveux arrogant. Il bloque l'attaque du monstre juste à temps et le repousse pour sauver la vie de Sion. De retour à l'académie, Edward entre dans la chambre de Workner et lui dit d'envoyer immédiatement son familier dans les cachots car Sion et ses laquais sont entrés au 6e étage sans permission. Workner comprend ce qui s'est passé mais dit à Edward de ne pas s'inquiéter car Phil se trouve également au même étage. De retour dans le donjon, Phil affronte le monstre à plusieurs reprises, bloquant ses attaques et l'évitant avant de lui asséner un coup de taille dans le bras, qui lui tranche un doigt. Le monstre tente d'attaquer avec colère, mais Phil esquive l'attaque en se déplaçant dans les airs comme un aigle. Le monstre rattrape finalement Phil, mais ce dernier parvient à bloquer le coup avec son épée. Il reçoit un coup en retour, puis le monstre lui lance des rochers, qu'il traverse sans effort. Il saute autour du monstre et parvient à atterrir sur son dos avant de le poignarder en plein dans le cou. Le monstre commence à s'agiter tandis que Sion est choqué par les capacités de Phil. De retour à l'académie, Edward est lui aussi choqué, tandis que Workner affirme que Phil est un paria car il n'a pas de magie mais une force surhumaine pour un mage. Il est aussi robuste qu'un nain, et son cerveau est si performant qu'il apprend tous les schémas d'attaque de n'importe quelle race rien qu'en les regardant. Ils observent Phil qui parvient à trancher le bras du monstre, puis se dirige calmement vers l'épée géante posée sur le sol. Alors que Phil ramasse l'épée géante sans effort, Workner dit à Edward que dans un monde rempli de magie et de sorciers, Phil est le seul guerrier. Le monstre tire un rayon d'énergie de sa bouche, mais Phil parvient à le bloquer avec l'épée géante et la lance sur le monstre, qui est découpé en petits morceaux et tombe au sol sans bouger. Phil s'approche alors de Sion et lui donne un coup de main, qui a toujours l'air choqué, tandis qu'Edward n'en croit pas ses yeux et hurle à Workner qu'une personne sans magie ne pourra jamais surpasser un magicien, avant de quitter la pièce en claquant la porte. Workner se rend compte qu'Edward est sous forte dose de copium en ce moment, mais il sait que l'histoire de Phil va devenir une légende, car il a bouleversé le monde en faisant de Wistoria le seul endroit au monde où une baguette et une épée se rencontrent. Ce soir-là, Phil se souvient que lorsqu'il est entré dans cette académie, tout le monde s'est moqué de lui parce qu'il n'avait aucune trace de magie. Les gens se moquaient toujours de lui et le traitaient de perdant, prétendant qu'il n'était entré à l'académie que parce qu'il était ami avec Elfaria, la magia Vendée. Ces remarques le blessaient terriblement et il sombra dans la dépression. Un jour, la directrice de l'école a convoqué Phil aux côtés de Workner pour une réunion. Elle regarda le garçon sans talent magique et se demanda comment il avait pu entrer dans une académie aussi prestigieuse, mais contrairement à d'autres, elle décida de le mettre à l'épreuve. Elle utilisa sa magie de flottaison pour lancer une dague vers Phil, qui l'attrapa comme s'il était destiné à la tenir depuis sa naissance. Workner avait l'air un peu confus, mais la vieille dame avait confiance en ce qu'elle faisait. Elle recouvrit immédiatement Phil de cercles magiques, prête à lui envoyer des boules de feu, ce qui effraya Workner qui pensait que c'était la fin du garçon. Mais Phil n'a pas perdu de temps et a immédiatement tranché tous les cercles magiques qui l'entouraient d'un seul coup élégant avant de retomber sur ses pieds. Workner s'écroula de stupeur tandis que la vieille dame se mit à rire, affirmant que ce garçon était fait pour tenir une épée et non une baguette. Elle leur annonça qu'elle allait laisser Phil continuer à étudier dans cette académie et que Workner serait son tuteur puisque Phil n'avait pas de parents. Workner lui demanda s'il était prudent pour un garçon sans magie d'étudier dans une université remplie de mages, mais la vieille dame lui dit en toute confiance que Phil pouvait se débrouiller. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Phil, qui regarda la dame et lui demanda simplement s'il pourrait un jour devenir assez fort sans magie pour devenir un magia Vendée et escalader la tour pour retrouver Elfaria.
La vieille dame sourit et lui dit que s'il avait une détermination inébranlable pour atteindre ce niveau et une forte volonté de se battre, il y avait encore une chance pour lui de faire cette ascension. Cela donna à Phil un nouvel élan et la détermination de devenir le plus fort de ce monde. Le lendemain matin, il se réveilla un peu groggy mais se rendit à son cours où Orkner lui expliqua le fonctionnement de l'académie. Il leur expliqua que pour devenir un magia vendée, il devait d'abord se qualifier pour étudier à l'institut supérieur, ce qui leur ouvrait la voie pour devenir les mages les plus forts et gouverner depuis le sommet. Cependant, pour accéder à l'institut supérieur, il devait soit créer une nouvelle formule magique, soit gagner au moins 7200 crédits dans cette académie, ce qui était extrêmement difficile. Il a dit à tout le monde qu'il ne devait même pas rêver d'atteindre l'institut supérieur, car aucun d'entre eux n'obtenait assez de crédits pour obtenir son diplôme. Ce jour-là, Orkner leur a donné des leçons supplémentaires, après quoi Phil était complètement épuisé. Il retrouva Colette qui lui demanda si le cours de Orkner était très difficile. Phil soupire et affirme qu'il leur a fait répéter plusieurs leçons et leur a donné un tas de devoirs, mais tout cela parce qu'il n'avait pas assez de crédits. Colette affirma qu'elle aimait bien Orkner, car au moins il essayait d'aider les élèves, alors qu'Edward les aurait simplement laissés échouer. Phil rit, et ils arrivent à un coin de rue quand ils entendent soudain un vacarme et jettent un coup d'œil pour découvrir Sion et ses subalternes entourés d'une bande d'étudiants. Ils racontèrent à tout le monde que Sion avait vaincu le monstre sentinelle d'une valeur de 10 crédits à lui tout seul. Tous les élèves semblaient choqués et félicitaient Sion pour sa force, mais il semblait assez stressé par tout cela car il était le seul à connaître la vérité sur la situation et sur le fait que Phil était celui qui avait vaincu le monstre alors que Sion était allongé sur le sol comme un bébé sans défense. Soudain, il aperçoit Phil qui passe à côté de Colette, ce qui le remplit de rage et il écarte tout le monde avant d'attraper Phil par le col et de dire que ce qui s'est passé ce jour-là ne peut pas être vrai car Phil n'a aucun talent. Colette a immédiatement pris sa défense et a dit à Sion de le laisser partir. Le sale gosse a serré les dents et retiré ses mains de Phil avant de s'éloigner, furieux, suivi de ses acolytes. Colette a demandé s'il s'était passé quelque chose entre eux, mais Phil a menti en disant qu'il ne s'était rien passé. Pendant ce temps, Edward entre dans le bureau de la directrice et lui dit que Phil doit être immédiatement expulsé de l'école. La grand-mère semble complètement détendue lorsqu'elle lui demande pourquoi il est de cet avis. Edward lui répond que Phil est un guerrier qui n'a aucune capacité magique, mais qui essaie de devenir meilleur que les gens qui ont de la magie. Il prétendit qu'une académie de magie n'était pas un endroit pour un guerrier, mais le grand maître sourit et affirma qu'il serait très cruel de renvoyer Phil de sa 6e et dernière année. Elle sortit un registre rempli d'informations sur les élèves et ouvrit la page de Phil avant de noter qu'il avait de bonnes notes en écriture et qu'il obtenait régulièrement des crédits, même sans avoir de magie. Elle affirma que cela faisait de lui un élève incroyable, car non seulement il se maintenait au niveau des autres, mais il les surpassait même en étant très désavantagé. Elle lui dit que même s'il ne pouvait pas devenir un magia vendée, il pourrait facilement devenir un érudit ou un guérisseur et aider les autres. Edward affirma que si Phil voulait cela, il n'aurait aucun problème avec lui, mais Phil voulait devenir un magia vendée. Le grand maître réfléchit un instant et déclara que cela pourrait certainement être un problème et demanda à Edward de concevoir un test pour lui. Elle lui dit qu'il connaissait aussi le secret de Phil et qu'elle lui donnerait le contrôle total de l'endroit et de la manière dont il passerait son test. S'il réussit le test d'Edward, Phil pourra rester à l'académie, mais s'il n'y parvient pas, Edward pourra l'expulser s'il le souhaite. Edward lui dit qu'il n'était pas aussi indulgent que Walkner avant de partir en souriant. De son côté, Phil n'était pas du tout au courant de ce plan et continuait sa journée. Colette l'aida à ouvrir son casier, qui ne pouvait être ouvert et verrouillé qu'avec de la magie, qu'il ne possédait pas. Colette aperçut son épée dans le casier, car il ne pouvait pas la porter à l'école, et se sentit mal à l'aise pour lui, mais ils entrèrent bientôt tous les deux dans la bibliothèque. Il se mit immédiatement à réviser l'histoire de la magie et des autres races. Colette lui dit qu'il était déjà le meilleur en écriture et qu'il ne devait pas trop se stresser, mais Phil savait que même s'il perdait un seul crédit, il n'aurait aucune chance de se qualifier pour l'institut supérieur. De plus, il aimait lire l'histoire de la guerre entre les nains et les humains, car même si les mages étaient supérieurs en nombre et en compétences, les guerriers nains ont tenu bon et se sont battus jusqu'au bout. Avant qu'ils ne puissent parler davantage, Edward apparut derrière eux comme Sévru Rogue et dit à Phil de le rejoindre immédiatement dans la salle d'examen, seul. Phil le suivit sans un mot, et lorsqu'ils arrivèrent dans la salle des sorts, Edward lui annonça qu'il allait passer un test. Si Phil parvenait à porter ne serait-ce qu'un seul coup à Edward, il recevrait 5 crédits pour l'apprentissage des sorts, mais s'il échouait, il serait expulsé de l'académie, car les gens qui ne savaient pas utiliser la magie ne devaient même pas regarder Magie Avendaire, et encore moins essayer d'en devenir un. Phil était encore choqué, mais Edward n'attendit pas une seule seconde et conjura tout son mana avant de créer un cercle magique juste en dessous d'un Phil choqué. De retour à l'académie, le directeur appela Orkner et l'informa de ce qui se passait. Elle créa une télévision pour lui, où il fut choqué de voir Phil affronter Edward. Il esquive les cercles magiques sous lui, qui explosent, mais Edward le poursuit et continue de faire exploser la magie, tandis que Phil parvient à peine à s'échapper, fuyant sans cesse le mage. Orkner tenta de s'y opposer,
affirmant que c'était trop cruel et unilatéral, Édouard étant l'un des mages les plus forts du royaume et très proche de devenir lui-même un magia Vendée. Édouard utilisa une autre explosion sombre que Phil esquiva de justesse alors qu'il respirait difficilement à force de courir, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il se remit à courir de toutes ses forces et tourna autour d'Édouard avant d'essayer d'envoyer un coup de pied retourné, mais malheureusement, celui-ci fut complètement bloqué par Édouard avec son bouclier magique qu'il envoya au loin. Il cracha du sang de sa bouche en voyant Édouard à travers sa vision floue, réalisant qu'il était complètement dépassé car la défense et l'attaque d'Édouard étaient sans faille et il n'y avait aucune chance qu'il puisse même l'égratigner. Il essaya de se relever une fois de plus tandis qu'Édouard se préparait à terminer la bataille et à superposer le même sort plusieurs fois pour créer un mur d'explosion que Phil n'aurait même pas cru possible. Il se mit à courir, mais les explosions le soufflèrent une fois de plus, Édouard continuant à le projeter en l'air comme un ping-pong d'un bout à l'autre, endommageant le corps de Phil au point qu'il tomba au sol presque inconscient. Il tente de se relever, maudissant son corps faible et dépourvu de magie, tout en souhaitant avoir son épée pour se défendre. Pendant ce temps, Colette retourne à son casier afin de partir pour la journée. Alors qu'elle se demande quel genre de leçon Édouard donne, elle imagine soudain Phil se faire torturer par Édouard avec des fouets. Lorsqu'une porte s'ouvre, l'effrayant, il s'agit de Kiki, qui semble blessé et qui saigne. Elle s'approche du casier de Phil et commence à le gratter, et Colette comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. De retour dans la salle d'examen, Phil est à terre tandis qu'Édouard s'approche de lui et pose son pied sur la tête de Phil, lui disant d'accepter la défaite, mais Phil repousse son pied et lui dit qu'il ne fera jamais cela. Il se relève à nouveau et dit à Édouard qu'il atteindra le sommet de la magie avec une épée à la main parce qu'il veut tenir la promesse qu'il a faite à la personne qu'il aime. Cela rend Édouard encore plus furieux et il s'apprête à terminer la bataille, mais à ce moment-là, Colette entre dans la salle et lance une épée en direction de Phil. Celui-ci s'en saisit immédiatement et met ses lunettes spéciales, prêt à se battre. Édouard le frappe avec sa magie, mais Phil la transperce sans effort, choquant le mage. Il éclate alors de colère et s'apprête à lancer un barrage d'explosions sur Phil, qui est effrayé par le regard de son professeur. Édouard commence immédiatement à tirer, mais Phil fait preuve d'une vitesse folle et esquive l'attaque tout en se souvenant du roi nain qui a perdu tout le monde dans la bataille et qui a quand même continué à avancer et à frapper le magia Vendée. Il décide de faire de même et saute en l'air, esquivant toutes les attaques, et explose vers Édouard, brisant sa barrière avec son épée alors qu'ils s'arrêtent tous les deux à la gorge. Phil respire difficilement avec une baguette en plein visage tandis qu'Édouard est complètement choqué par la petite coupure qui apparaît sur son visage. Furieux de son échec, Édouard s'éloigne en disant à Phil qu'il a gagné 5 crédits, tandis que Phil s'écroule sur le sol et que Colette le relève. Il se demande combien de mages il devra encore vaincre pour devenir le plus fort. Phil rêve du jour où Elfaria lui a dit qu'il était la personne la plus gentille et la plus courageuse qu'elle connaissait, avant de lui donner des lunettes spéciales en guise de cadeau d'adieu. C'est le jour où elle a dû aller à la tour pour toujours parce qu'elle était déjà une magia Vendée. Alors qu'elle s'éloignait lentement, Phil cria le nom d'Elfaria, lui disant qu'il parviendrait à la tour même si le monde entier essayait de les séparer. Il lui promit qu'il viendrait à elle et qu'ils verraient le coucher du soleil ensemble, comme ils se l'étaient promis dans leur enfance. Les larmes inondent les yeux d'Elfaria, qui se retourne, essuie ses larmes et dit à Phil qu'elle l'attendra. Peu après, Elfaria monta les escaliers de la tour, et Phil resta seul, le cœur brisé. Le professeur Workner tente de le réconforter, mais l'effet est inverse et Phil se met à pleurer. Il promet cependant à son professeur que c'est la dernière fois qu'il se comporte en pleurnichard pathétique. De retour dans le présent, Phil travaille tôt le matin pour livrer des journaux dans les maisons de la ville. Alors qu'il a terminé son travail dans la rue, un vieil homme encombrant nommé dont le salue et lui dit de faire de son mieux. Phil monte alors précipitamment un escalier et trébuche, faisant voler tous les journaux dans son sac. Cependant, grâce à ses réflexes rapides comme l'éclair et à l'agilité de ses bras, il attrape tous les journaux en un instant. Malheureusement, un journal lui échappe et, en le ramassant, Phil découvre un article sur Elfaria, qui vient de créer un nouveau type de magie. Elle est la première mage de l'histoire à avoir créé 12 types de magie. Phil est à nouveau déterminé à travailler dur pour pouvoir être à ses côtés. Lorsqu'il poursuit sa lecture de l'article et découvre que l'Institut supérieur a donné un ordre aux élèves de l'académie, et que le commanditaire de cet ordre n'est autre qu'Elfaria, Phil panique en apprenant cela et court immédiatement dans son dortoir, où il demande à son camarade de chambre Rosti de lui fabriquer un appareil magique. Rosti lui demande pourquoi il est si excité, et Phil lui parle de l'ordre qu'Elfaria a émis, et qu'il va donc y participer. Il commence à enfiler son uniforme et explique à Rosti que l'ordre consiste à se procurer les noyaux de monstres appelés marcheurs du givre, que l'on trouve au 4e étage du donjon. Apparemment, Elfaria en a besoin comme catalyseur, et chaque élève qui aidera à se procurer les noyaux sera récompensé. C'est pourquoi Phil demande à Rosti de préparer un objet magique qui l'aidera à franchir le 4e étage. En le voyant si enthousiaste et si direct, Rosti se met à rire. Il travaillait déjà sur l'objet magique que Phil utilise de temps en temps et le lui remet. Phil le remercie et commence à s'éloigner, mais Rosti s'arrête et lui fourre du pain dans la bouche en lui demandant de prendre soin de lui.
Phil atteint bientôt le 4e étage du donjon, mais il est déjà trop encombré par des dizaines d'étudiants qui traquent les marcheurs du givre pour récupérer leur noyau. Alors que Phil s'apprête à se joindre à l'action, une énorme explosion le secoue. C'est à cause de l'attaque de Sion qui a anéanti un groupe de marcheurs du givre d'un seul coup. Bien que ses laquais lui fassent de la lèche, Sion n'est pas satisfait. Il pense au combat entre Phil et le monstre géant qui alimente sa rage et le motive à devenir plus fort. Sans le savoir, Phil croit vraiment que Sion est cool. Il pense qu'il n'y a plus rien à chasser ici, alors il s'enfonce dans le 4e étage mais tombe nez à nez avec des monstres pingouins géants. Les monstres sont hostiles, alors Phil dégaine immédiatement son épée, porte ses lunettes spéciales et se jette sur eux. En quelques coups nets, il parvient à trancher les monstres pingouins avec facilité, sauvant ainsi la jeune fille intello qui était sur le point d'être tuée par les monstres. La fille est abasourdie par ce qu'elle vient de voir. Phil a vaincu les monstres à l'aide d'une épée et non de la magie, et cela dépasse son entendement. Phil s'approche d'elle et la jeune fille le remercie de lui avoir sauvé la vie avant de se présenter comme étant Iris, une étudiante de 4e année à l'académie. Au même moment, Workner donne une conférence sur la grandeur de la création de nouveaux types de sorts, ce qui suffit à faire grimper le mage qui a créé la magie au sommet de la tour. Il explique que les nouvelles formes de magie portent le nom de leur créateur, et que si quelqu'un dans la classe crée un jour une nouvelle magie, il gravera son nom dans l'histoire. Les élèves commencent à cancaner sur le fait que cette approche n'est pas pratique, car seuls les 0,1% les plus doués peuvent y parvenir. À ce moment-là, une élève nommée Rose demande à Workner si Elfaria, qui a créé 12 nouvelles formes de magie, est vraiment douée, et il répond qu'elle est au-delà de toute croyance. Il dit qu'Elfaria est l'une des plus grandes mages de toute l'histoire de leur monde, et Colette remarque que l'ami d'enfance que Phil poursuit est vraiment spécial. Son amie Rose la taquine en lui demandant si elle est jalouse qu'Elfaria lui vole son amour Phil. Colette panique en entendant cela et se fait gronder par Wok. De retour au donjon, Phil se promène avec Iris, qui a entendu parler de l'apprenti bibliothécaire sans talent de la 6e année. Phil est blessé, mais il lui demande si elle n'éprouve pas du mépris pour un loser comme lui. Iris lui demande curieusement comment elle peut mépriser son sauveur. Elle lui répond que même si Phil n'a pas de magie, elle le respecte pour ses talents particuliers. Il s'énerve et change de sujet pour parler de l'ordre donné par Elfaria. Iris confirme en disant qu'elle veut aider la magie à Vendée qui soutient le ciel. Ces paroles forcent Phil à réfléchir au fait que personne dans ce monde n'a vu le vrai ciel. L'énorme pouvoir magique des 5 magies à Vendée recouvre leur monde, le cachant aux envahisseurs. Ce qu'ils voient, c'est le faux ciel, une grande barrière qui protège leur monde. Selon la tradition, lorsque le faux ciel tombera, les ténèbres envelopperont à nouveau le monde et le chaos s'ensuivra. C'est pourquoi les élèves qui sont ici pour répondre aux ordres ne le font pas seulement pour s'attirer les bonnes grâces de magie à Vendée, mais aussi pour empêcher le ciel de tomber. Il est tiré de ses pensées lorsqu'Iris lui apprend qu'elle a déjà rencontré Elfaria. Elle lui raconte comment elle s'est retrouvée un jour en difficulté dans le donjon, entourée de toutes sortes de monstres malfaisants. Elle attendait sa mort quand soudain tous les monstres se sont figés. Iris se retourna et vit Elfaria qui brillait au soleil, telle une déesse. Elfaria l'a aidée à se relever doucement, et depuis, Iris la respecte. Alors qu'Iris est occupée à monologuer, Kiki attire l'attention de Phil et l'emmène vers une parcelle de terre où se trouve quelque chose de curieux. Iris lui demande ce qu'il fait, et Phil lui montre un fragment de glace que les marcheurs du givre laissent derrière eux lorsqu'ils se déplacent. Le fragment est très gros, et Phil est maintenant certain qu'un marcheur de glace assez puissant est devant lui. Il commence à marcher vers la grotte qui se trouve devant eux, et Iris lui demande comment il peut en être si sûr, car elle n'a pu trouver aucune trace des marcheurs du givre en utilisant sa magie de recherche. Phil lui répond que la magie est formidable, mais qu'elle n'est pas absolue, surtout dans le donjon. Il dit à la jeune fille qu'en plus de cette croyance, il a aussi des connaissances et de l'expérience. Elle ne comprend pas la signification de ces choses, mais Phil est complètement sur ses gardes car il sait ce qui va se passer. Un marcheur de givre géant s'est caché au plafond et se jette sur l'Iris qui n'est pas surveillée. Mais Phil l'avait anticipé et il agit rapidement, mettant la jeune fille à l'abri alors que le monstre s'écrase au sol. Il saute pour se mettre à l'abri, et Iris reconnaît le monstre de glace géant avec des dizaines d'yeux comme un rex du givre, qui est la forme la plus évoluée d'un marcheur du givre. Le monstre rugit bruyamment, et Iris se souvient que le rex de glace est un monstre qui vaut 6 crédits, ce qui le rend très dangereux. Pendant ce temps, le monstre charge un rayon de glace et le lance vers l'avant, mais Phil saute hors de la ligne de tir qui est bientôt couverte de pointes de glace acérées. Phil laisse Iris en lieu sûr pour aller combattre le monstre, mais elle l'en empêche, lui disant que les attaques physiques ne fonctionneront pas sur un rex du givre, dont le pouvoir est si puissant qu'il peut même geler les robustes nains d'un simple contact. Cependant, alors que Phil enfile l'outil magique fabriqué par Rosti, il dit à Iris de ne pas s'inquiéter car il a déjà vaincu le monstre à de nombreuses reprises. Il fonce vers le rex du givre, évitant son rayon de glace en sautant. Phil atterrit sur le sol derrière le Frost Rex et fonce vers lui, glissant sous lui. Le monstre, incapable de trouver Phil, commence à tirer sur le rayon de glace sans distinction, forçant Iris et Kiki à s'enfuir. Phil encercle alors le monstre pendant qu'il est distrait,
regardant le toit, et lance l'outil magique par-dessus, qui s'attache au flanc du monstre grâce à un crochet. Ensuite, Phil se glisse sous le monstre et tend autour de lui une corde solide qui fait craquer sa peau. Il continue d'enrouler la corde autour du monstre à plusieurs reprises, l'immobilisant complètement avec la corde. Le monstre furieux continue d'attaquer avec témérité, et une fois que Phil a réussi à mettre en place le cadre de son attaque finale, il se place devant le monstre. Celui-ci utilise un souffle froid qui commence à geler la peau de Phil, mais il sait que son travail est presque terminé. Le Frost Rex est faible au feu et aux explosions, et c'est exactement ce qu'il va utiliser. Il crée une friction sur l'outil magique dans sa main, envoyant une flamme rapide qui descend le long de la corde et atteint finalement l'outil magique, qui est une bombe très puissante. L'outil magique explose, réduisant le monstre géant en miettes. Alors que la fumée et la vapeur se dissipent, Phil recule l'outil magique que Rusty a fabriqué pour lui et va chercher le noyau de glace du monstre déchu. Iris avait observé tout cela, et en voyant Phil vaincre le monstre géant sans magie, ses expressions changent soudainement. Il s'avère qu'elle n'est pas la jeune fille naïve qu'elle prétendait être, mais un agent de quelqu'un situé plus haut dans la chaîne alimentaire. Elle a découvert que Phil, sans talent, est plus fort que ce qu'elle avait entendu dire et se demande comment en faire part à ses supérieurs. Cependant, lorsque Phil lui dit qu'il devrait repartir, elle reprend son rôle et l'accompagne. Plus tard, Iris atteint la tour blanche et se rend dans la salle du sommet où 4 des 5 magies Vendée sont assises sur leur trône. Ils recherchent des personnes compétentes pour aider leur monde à se préparer au jour où le ciel tombera, et Iris travaille pour eux. Elle rapporte qu'elle a vu un grand talent dans le garçon sans magie appelé Phil et recommande de le laisser entrer dans la tour. 2 des magies Vendée s'y opposent catégoriquement, mais le jeune homme aux cheveux blancs nommé Zoé est intéressé, et Elfaria sourit pour elle-même. Zoé est prêt à laisser toute personne compétente se tenir à ses côtés, même s'il s'agit d'un nain, mais la jeune fille Elphéléanor n'est pas ravie d'entendre cela, car les elfes considèrent les nains comme des barbares. La rousse Cario les empêche de se battre et leur dit qu'ils n'ont pas à prendre de décision maintenant car ils peuvent attendre de voir la performance de Phil lors du grand festival qui aura lieu bientôt. Tout le monde est d'accord et par un, et il ne reste plus qu'Elfaria dans la pièce. Iris a été envoyée à la recherche de Phil par Elfaria elle-même, et elle retire le noyau de glace géant qu'il lui a envoyé tout en répétant sa promesse d'attendre Phil pour toujours. Le jour du grand examen est enfin arrivé à l'Académie de magie, et les étudiants sont rassemblés dans le hall, prêts à se battre pour leurs points. Chaque étudiant doit obtenir au moins 7200 points de crédit pour pouvoir être diplômé de l'école, et le maximum de crédit que l'on peut obtenir est de 12 000. Cependant, il s'agit d'un exercice extrêmement difficile, et seuls ceux qui parviennent à atteindre ce score élevé sont autorisés à concourir et à s'entraîner pour devenir des magies Vendée, les mages les plus haut placés au monde. L'examen est supervisé par un professeur qui a convoqué des golems métalliques géants que les étudiants doivent détruire. Il observe les étudiants qui tentent de créer les sorts les plus puissants afin d'obtenir le plus grand nombre de points. Sion est l'un des premiers élèves à attaquer les golems métalliques et décide d'utiliser un puissant sort de feu, qui projette des flammes solaires sur les monstres, les faisant fondre et se désintégrer sans qu'ils aient eu à se battre. Colette est la suivante, et elle crée d'abord d'énormes rochers dans les airs. Puis, à l'aide d'un sort de téléportation spécial, elle les fait tomber dans les portails qu'elle a créés sur le sol. Elle aligne les autres portails magiques en direction des golems de métal et, dès qu'ils entrent dans le centre, elle lance les rochers sur eux, réussissant à les démolir au sol. Le superviseur annonce qu'elle et Sion ont réussi le minimum requis et qu'ils peuvent maintenant obtenir leur diplôme. Phil entre ensuite dans l'arène de combat, et les élèves le regardent attentivement pour voir ce qu'il peut faire sans aucune capacité magique. Il tient une baguette dans une main, qui lui est totalement inutile puisqu'il n'a pas la capacité de lancer des sorts. Il court vers le monstre et fait un point avec sa main, s'apprêtant à donner un coup de poing à son adversaire géant. Les élèves le voient et le narguent pour son plan en lui criant des insultes. Malheureusement, il se laisse distraire et, à la seconde où il détourne le regard, le golem le frappe, l'envoyant voler sur le sol. Il est considéré comme un élève studieux qui n'a aucune intelligence de la rue, et ses camarades le traitent de perdant. Il gît sur le sol, à peine capable de se relever. Wignal, le garçon aux cheveux verts, et Léana s'affrontent ensuite. Ils font partie des élèves les mieux classés de cette promotion et ont déjà obtenu le nombre minimum de points de crédit requis, mais ils visent maintenant la barre des 12 000. Elle est spécialisée dans les sorts de foudre et invoque plusieurs éclairs pour frapper le golem d'un seul coup, lui faisant absorber trop d'électricité et finir par exploser en petits fragments sous l'effet de la surcharge de choc. Wignal est également très doué pour le vent électrique et, grâce au sort Zephyro Esclao, il fait apparaître d'énormes courants de vent chargés d'électricité. Le courant s'enroule autour du golem, le soulève dans les airs et l'écrase complètement pour qu'il cesse d'exister. Les 2 élèves ont réussi à franchir la barre des 10 000 points de crédit, ce qui les place en tête des élèves. C'est au tour de Julius, un élève doté d'un pouvoir de maniement de la glace supérieure, d'entrer en scène. Il entre dans la salle avec confiance et sort sa baguette pour lancer le sort. Il envoie des balles de glace à travers la salle et touche tous les golems. Les balles de glace sont activées et se transforment en structures de glace géantes, gelant complètement les golems.
Il n'a pas seulement vaincu son propre golem, mais aussi ceux des autres. Avant de quitter la salle, il confronte Wynial et Leanna et les défie de se battre pour prouver leur supériorité. Ils acceptent son défi en détruisant les rangées de glace qu'il a créées. Suite à sa défaite, Phil n'a toujours pas atteint son objectif minimum et boude dans un coin. Le grand festival de magie approche et Colette s'assoit avec lui pendant le déjeuner pour en parler. Il n'a lieu qu'une fois tous les 2 ans, et pendant le festival, 4 factions différentes s'affrontent. Il s'agit des factions de la foudre, de la terre, du feu et de la glace. Le festival permet à des étudiants venus de partout de se battre et de présenter leurs compétences dans le stade. C'est le seul moment où les recruteurs spéciaux des tours de factions qui gardent le monde descendent et regardent les élèves se produire. Ceux qui font preuve d'une qualité exceptionnelle sont directement embauchés sans aucune autre condition. Colette essaie donc d'encourager Phil à participer aux compétitions afin qu'il ait la chance de montrer ses talents uniques de guerrier. C'est peut-être sa seule chance de monter dans l'une des tours et de retrouver son meilleur ami d'enfance sans avoir terminé ses points de crédit. Le Haut-Mage, qui est le chef de tous les mages et qui contrôle toutes les factions, assiste également à l'événement, et Phil devrait essayer de l'impressionner pour entrer directement dans les tours des mages. Cependant, il ne s'est pas encore remis de l'embarras qu'il a éprouvé lors des compétitions précédentes, où sa performance a été ridiculisée par tout le monde. Pour l'encourager à participer et lui montrer l'importance des enjeux du festival de cette année, Colette le conduit jusqu'à une porte apparemment normale, qui cache une chambre secrète. Elle prend Kiki et lui ordonne d'utiliser ses pouvoirs pour faire sauter le verrou magique placé sur la barrière. Derrière la porte, il trouve un escalier en colimaçon qui mène à un sous-sol rempli d'étudiants qui jouent et placent de gros paris sur les futurs gagnants des concours. Les affiches des élèves les plus performants sont accrochées au mur. Ils observent en silence et avec stupeur les activités secrètes qui s'y déroulent lorsque Xion se tient près d'eux, inquiet de sa propre performance puisqu'il n'y a pratiquement pas de paris sur lui. Lorsqu'il aperçoit Phil, il devient violent, mais Colette l'arrête immédiatement et le force à reculer. Ses acolytes se tiennent près derrière lui faisant de fausses louanges sur sa supériorité, ce qui le met en colère et il s'en prend à eux. Lorsque les élèves en bas le remarquent, il s'enfuit en courant. Après les cours, Phil se rend à la taverne de Gina pour travailler. L'endroit est principalement rempli de mineurs exploités et de nains qui sont là pour noyer leur chagrin dans la boisson et la nourriture. Son colocataire, Rusty, s'est également porté volontaire pour l'aider afin qu'il puisse bientôt reprendre l'entraînement. Les nains l'ont bien accepté, comme une famille, et il les respecte beaucoup, c'est pourquoi il a choisi de travailler dans cet endroit. Alors que la foule de la taverne se calme, les 2 garçons sont dans la cuisine, en train de débarrasser la vaisselle et de la remettre en place. Phil se penche pour ramasser une cuillère qui est tombée. À ce moment précis, Julius entre dans la taverne et regarde autour de lui avec dédain. Il qualifie l'endroit de dégoûtant et, voyant Phil se lever, il se moque de lui et de son travail. L'un des nains l'entend et serre le poing de colère en fixant l'elfe des glaces d'un air hargneux. Lorsque Julius l'aperçoit, il se met à lancer des insultes et à faire des commentaires désobligeants sur l'ensemble de la communauté naine, les traitant de minables. Les nains ont émigré sur ce monde après que leur planète d'origine a été détruite par des êtres célestes. Bien qu'ils aient été autorisés à vivre sur cette nouvelle planète avec les elfes, ils ont été extrêmement maltraités et méprisés. Un nain était un citoyen de seconde zone, et quoi qu'il fasse ou dise, il ne pouvait pas lever la main ou se défendre, sous peine d'être sévèrement puni. Julius en profite pour continuer à les insulter et s'assoit pour commander de la nourriture et des boissons. L'atmosphère de toute la taverne est devenue hostile, et Phil enlève lentement son tablier et se dirige vers leur table. Il en a assez de leur moquerie et décide qu'il est temps de défendre ses amis. Julius n'est pas du tout intimidé par lui et lève la jambe pour faire tomber l'assiette de nourriture sur lui. Phil n'est pas du tout découragé, au contraire, cela alimente encore plus sa rage lorsqu'il pense à la nourriture qui a été renversée et qui a été préparée avec soin grâce à la sagesse et au savoir des nains qui travaillent dur et luttent pour leur survie tous les jours. Même si les nains sont considérés comme des barbares, ce sont les elfes, en particulier ceux comme Julius, qui sont pires que des bêtes, car ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Les 2 laquais de Julius voient la colère sur son visage et se lèvent pour se préparer au combat. Il sous-estime sa puissance plus qu'il n'a aucune capacité magique et s'avance vers lui. Sans même bouger de sa place, Phil les saisit tous les 2 et, d'un seul coup, les plaque au sol, les rendant inconscients. Julius, amusé et irrité par la tournure des événements, jette un sort de glace dans toute la taverne. Phil parvient à briser le glaçon et à se défendre pendant un moment. Il esquive les attaques et échappe de justesse à la glace, ses lunettes étant arrachées de son visage. Mais au bout d'un moment, la glace l'entoure de toutes parts jusqu'à ce qu'il soit lentement acculé contre un mur. Rusty et les nains sont coincés derrière des piliers de glace et ne peuvent rien faire pour l'aider. Ils tentent de l'escalader pour l'atteindre, mais sans succès. Julius lance un autre sort, qui émerge du sol et forme de grandes structures de glace pour coincer ses bras contre le mur, l'empêchant de bouger. Julius avance lentement vers lui et lance une rose de glace sur sa poitrine pour geler son cœur et l'achever. Au lieu de mettre fin à ses jours ici, il décide de le faire publiquement et le défie de se mesurer à lui lors du prochain grand festival de magie.
Phil parvient à rassembler ses forces et à se défaire de ses liens de glace. Sa rage est plus grande que jamais et il accepte le défi. Le jour du grand festival de magie arrive enfin, et le directeur de l'école donne le coup d'envoi avec un feu d'artifice spectaculaire. Les éclaireurs de la tour de magie sont également présents dans l'assistance pour ne pas manquer de recruter un élève talentueux. Pour la première épreuve, les concurrents s'élancent dans le ciel sur leurs dragons et passent des cerceaux pour marquer des points. Léana gagne la course avec facilité et établit un nouveau record. Le principal assiste à l'événement en compagnie d'Iris, l'agent secret de Magia Vendée. Iris prend congé au moment où la course se termine, car elle doit maintenant faire semblant d'être une étudiante naïve pour encourager Phil. De son côté, Sion se prépare pour la prochaine compétition. Plus tôt, Colette lui a demandé de rejoindre leur équipe et depuis, il est sur un petit nuage, pensant que Colette l'a finalement choisi plutôt que Phil. Cependant, lorsqu'il entre dans le vestiaire, il est choqué de voir Colette à côté de Phil. Il pique une crise et demande à Colette de lui expliquer ce que le perdant magique fait ici. Elle lui explique qu'une équipe doit avoir 21 000 crédits pour participer au prochain événement, et qu'il était le seul à qui elle pouvait demander d'atteindre ce chiffre avec ses crédits et ceux de Phil. Sion n'est pas content et demande pourquoi il devrait être traîné aux côtés d'un perdant comme lui quand soudain Julius passe derrière lui. Julius fait un sourire mauvais à Phil, et même sans se retourner, Sion peut voir que l'attention de l'utilisateur de glace n'est pas sur lui. Cela l'exaspère encore plus, car il pense que Phil essaie de l'humilier à nouveau en devenant le rival d'un grand talent comme Julius. Bientôt, l'événement principal de la journée, Crown Attack, commence, et les mages elfes combinent leurs pouvoirs pour transformer l'arène entière en une réplique du monde perdu des elfes. Une fois leur magie complexe achevée, l'arène est entourée d'un terrain varié composé de volcans, de marais, de prairies et de forêts. Toutes les équipes commenceront leur périple à l'extrémité de la zone transformée, dans le but d'atteindre l'arène en premier et de s'emparer de la couronne. Cependant, elles devront non seulement affronter les terrains dangereux du champ de bataille, mais aussi les nombreux pièges tendus par les professeurs. En outre, il est permis de se battre avec d'autres équipes et de gêner les autres, ce qui rend l'événement encore plus impitoyable. L'animateur fait la promotion des différentes équipes, notamment celles menées par Julius et Wignal, qui sont considérées comme les meilleures. Ensuite, il montre du doigt l'équipe de Phil, Colette et Sion, qui est la moins populaire, et tout le monde se moque de Phil pour avoir essayé de participer à l'événement principal. Bientôt, les équipes commencent à se rendre à leur point de départ l'une après l'autre, et le professeur Workner reste bouche bée lorsqu'il voit Phil partir lui aussi. Le professeur lui demande pourquoi il participe à cette épreuve dangereuse. Phil s'excuse en disant que même s'il devient la risée de tous, il veut gagner cette épreuve à tout prix. Il s'éloigne et, au moment où le début de l'épreuve est déclaré, tous les concurrents se précipitent vers l'arène centrale. Ils rencontrent immédiatement le premier obstacle sur leur chemin sous la forme d'une armée de golems. Phil fonce tête baissée sur les golems, et le public se moque de lui, certain qu'il va échouer. Phil demande simplement à Colette de le soutenir avec sa magie de terre, et elle lance un sort pour lui mettre un gantelet de métal autour du bras. Grâce à la puissance accrue du gantelet, Phil frappe un golem si fort qu'il est projeté en l'air et s'écrase sur la caméra du drone, ce qui fait exploser les écrans de l'arène. Personne n'en croit ses yeux lorsque Phil continue à frapper le golem, et Colette dit à Sion que tant que Phil utilise un gantelet magique, il n'enfreigne aucune règle du jeu. Cependant, Sion ne pense qu'à la fois où Phil l'a sauvé du monstre géant Minotaure. Le souvenir humiliant d'avoir été sauvé par quelqu'un qu'il a toujours considéré comme inférieur et cristallin dans son esprit. Pour surmonter la honte qu'il a ressentie ce jour-là, Sion a travaillé dur pour devenir plus fort, mais il se rend compte aujourd'hui que Phil est encore loin devant lui. L'équipe de Phil franchit le premier obstacle et se dirige vers la zone suivante, où des boîtes magiques leur tirent des balles de pierre. Phil frappe le sol avec son gantelet magique, créant ainsi un mur qui bloque et dévie les rochers. Il court ensuite vers l'avant, et Colette utilise un autre sort pour créer des dizaines d'épées sur le sol. Phil ramasse les épées et les lance sur les cubes magiques, les abattant un par un avec une précision et une rapidité incroyables. Alors que tous les cubes explosent en plein vol, l'un d'entre eux roule vers le bas car Phil a manqué sa cible. Le cube prépare une balle de pierre, mais Phil saisit l'épée et l'abat à temps, éliminant le second piège avec facilité. Au fur et à mesure qu'il avance, les opinions du public changent, même les détracteurs commencent à penser que Phil est incroyable, mais certains d'entre eux croient encore que c'est seulement grâce à la magie de Colette. Même Edward témoigne que Phil a perfectionné son style de combat en explorant les donjons, et qu'il ne peut pas être défié par ce niveau de piège. L'équipe de Phil est en tête, et elle avance à toute allure tandis que les autres équipes peinent à franchir les différents pièges. Julius et son équipe progressent également, mais c'est Julius qui fait tout le travail. Il fige les monstres et les pièges et demande à ses coéquipiers de se concentrer sur la recherche des emplacements des autres équipes. Ses coéquipiers lui disent que l'équipe de Phil est en tête et casse rythme, Phil va gagner. Julius ne peut pas laisser faire cela, il décide donc d'abandonner son équipe et de s'occuper lui-même de son rival. De leur côté, Phil et son équipe atteignent la forêt enchantée, la dernière zone qu'ils doivent traverser avant d'atteindre l'arène. Des dizaines de cercles magiques s'ouvrent dans la forêt,
et Phil comprend qu'ils ont l'intention d'attaquer en ligne droite. Il découpe immédiatement le terrain sous les cercles magiques et les lance en l'air avant qu'ils ne s'activent, de façon à ce qu'ils fassent face aux cercles magiques dans les airs. Au moment où les cercles magiques s'activent et lancent une attaque magique, ils se heurtent l'un l'autre et sont détruits en un instant. L'animateur est impressionné par la rapidité d'esprit de Phil et demande à Edward ce qu'il pense de sa performance, car ce piège était son œuvre, et Edward est assez déçu. Pendant ce temps, Phil prévoit d'attendre Julius en embuscade dans la forêt quand soudain une attaque de glace l'atteint presque. L'attaque transperce sa robe et explose derrière Colette, qui regarde devant elle pour voir que Julius est déjà là, devant eux. Phil n'arrive pas à croire que Julius ait pu battre à lui seul leur tactique de course de vitesse. Il se demande comment Julius a pu arriver si vite et où sont ses coéquipiers. Mais Julius n'a pas le temps de réfléchir à ces questions car il commence son attaque. Il lance un barrage incessant de magie de glace sur Phil, qui ne peut que l'esquiver. Tout l'endroit est en train de se couvrir de glace quand soudain, la température augmente et la glace fond. Sion apparaît derrière Phil, couvert de flammes qui vaporisent instantanément toute la glace de la zone. Il en a assez de jouer les seconds rôles face à quelqu'un qui n'a même pas de magie, et il compte bien changer les choses. Il incante un puissant sortilège que Colette reconnaît et demande à Phil de s'en éloigner immédiatement. Il n'est pas assez rapide pour réagir, alors elle utilise sa magie et crée un mur devant lui au moment où Sion lance son attaque dévastatrice. L'attaque ébranle toute la zone et Phil n'est sauvé que grâce au mur de terre. Lorsque l'attaque s'arrête et qu'il sort de sa cachette, il découvre que toute la forêt a été brûlée et que Julius est introuvable. Phil essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer, mais Colette sait que Sion a attaqué Julius et Phil intentionnellement. Elle demande à Sion ce qu'il fait, et il lui dit de se taire parce qu'il n'a plus envie de l'écouter. Il dit à Phil qu'il est temps pour eux de se battre et de régler leur conflit une fois pour toutes. Phil tente de lui dire que ce n'est pas le moment, mais Sion l'attaque, le traitant d'idiot qu'il faut écraser au plus vite. Colette tente de les empêcher de se battre, mais Julius lui barre soudain la route avec un mur de glace. Alors qu'elle se demande comment il a pu survivre au bombardement de Sion, Julius l'attaque. Phil s'inquiète lorsqu'il réalise que Colette est en danger, mais il n'a pas le temps de s'occuper d'elle car Sion continue de l'attaquer. Il parvient à désarmer Phil, qui lui dit que ce n'est pas le moment de se battre entre eux. En réponse, Sion lui dit seulement de ramasser son épée pour continuer leur combat. Phil s'exécute et saisit son épée, se préparant à une bataille pour ramener Sion à la raison. Il y a de nombreuses années, lorsque Phil et Sion ont commencé leur vie d'étudiant à l'académie, Phil était le garçon le plus pathétique que l'on puisse trouver. Les gens se moquaient de lui et lui collaient sur le dos des notes disant qu'il n'était qu'un bon à rien. Sion a été dégoûté par cette situation et a décidé d'aider ce garçon pitoyable à sa manière. Il brûla la note et dit à Phil qu'il l'autoriserait à devenir son sous-fifre, ce qui lui permettrait de ne plus se sentir seul et inutile en permanence. Mais Phil l'a simplement ignoré et est sorti, ce qui a mis Sion hors de lui. Sion le suivit quand même et le secoua, lui demandant de répondre. Les yeux dépourvus de vie et d'expression, Phil lui dit de le laisser partir, et Sion ne put que lui obéir. Lorsque Phil s'est éloigné après avoir blessé l'ego de Sion, ce dernier s'est mis à le détester. Maintenant, il continue d'attaquer Phil avec des sorts magiques qui brûlent la forêt. Phil court et se cache derrière les arbres, mais les attaques de Sion le poursuivent et le forcent à sortir à découvert. Sion l'attaque avec un fouet de feu, et alors que Phil tente de le dévier, un autre fouet arrive par derrière et l'attrape par la jambe. Au moment où il coupe le fouet de feu pour se libérer, Sion l'attaque avec un autre sort puissant, et Phil parvient à le bloquer, mais son épée a commencé à chauffer au rouge. Sion le maudit, lui demandant si lui, Phil, ne fait que sauter pour survivre et ne pas se battre pour gagner. Phil refuse, disant qu'ils sont coéquipiers et qu'il n'a pas le temps de se battre contre lui en ce moment parce qu'il est concentré sur la compétition. Sion lui dit qu'il le réduira en cendres dans ce cas et recommence à l'attaquer. Alors que Phil esquive tout, il se demande s'il doit vraiment se battre contre son coéquipier maintenant. Tout le monde dans le stade est abasourdi en voyant cela, et Edward sourit en disant que peu importe la raison, se battre entre coéquipiers est la pire chose que l'on puisse faire dans cette compétition. Il pense qu'à cause de cela, les recruteurs de la tour vont noter Phil et Sion de façon négative, et il semble que cela l'amuse. Les recruteurs avaient vu des promesses chez Sion jusqu'à présent, mais après cet incident, ils pensent qu'il n'est pas apte à être recruté par eux. Rusty, le colocataire de Phil, s'inquiète aussi pour lui, quand soudain Iris arrive et demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Ils se connaissent tous les deux pour s'être déjà rencontrés et Rusty a du mal à croire qu'Iris se mette à encourager Phil. Elle lui dit qu'elle ne s'intéressait pas à lui au début, même si quelqu'un de fiable lui avait parlé de lui, mais qu'après l'avoir vu à l'œuvre, elle est devenue sa plus grande fan. De son côté, Colette fuit Julius tout en essayant de trouver un moyen de rejoindre Phil et Sion. Julius la taquine en lui demandant si la célèbre princesse de la Terre ne va pas se défendre. Colette déteste ce surnom et demande à Julius d'arrêter de l'appeler ainsi. Il l'attaque avec de la magie de glace, et elle la bloque avec un mur de pierre. Mais elle aperçoit soudain un cercle magique sous ses pieds et se rend compte qu'elle est tombée dans un piège. Une énorme quantité de magie noire la frappe de plein fouet, et tout le monde est choqué de voir cela. Ce qui est encore plus choquant,
c'est que Julius est sur tous les écrans, faisant face à toutes les équipes en même temps. Personne ne comprend ce qui se passe, car Julius semble être partout. Il va également affronter l'équipe de Wignall, lui rappelant qu'il a promis d'écraser tout le monde avec son arme secrète. Wignall l'accueille avec un sort familier, lui rendant la fleur de glace qu'il lui avait donnée autrefois. Alors que la fleur distrait Julius, un cercle magique s'ouvre à ses pieds et il est soudain englouti dans une tornade. Il s'avère que ce n'était qu'un clone que Julius avait fabriqué avec de la glace et des pierres magiques, et il est détruit par l'attaque de Wignall. Tout le monde est émerveillé par sa performance, mais Philly, l'une des chefs de la faction des elfes, pense que Wignall est tout à fait moyen et qu'il répond à peine à leurs attentes. Elle demande alors à son partenaire Luffy de la laisser rentrer maintenant à leur base car elle est introvertie et l'atmosphère du festival est pour elle comme un poison lent et douloureux. Luffy refuse de la laisser partir car ils doivent assister à tout le festival et faire ensuite un rapport à leur maître, l'elfe Magia Vendée. Pendant ce temps, le public se demande qui va gagner la compétition. Il pensait que l'équipe de Phil l'emporterait, mais Sion a saboté le concours. Ses camarades de classe se demandent pourquoi Sion a fait cela, et même Phil se demande pourquoi le rouquin fait une telle fixation sur lui. Il se souvient de l'époque où tout le monde l'intimidait et perturbait son travail sans autre raison que de se moquer de lui. Il était déprimé parce que personne ne savait mieux que lui qu'il était un raté, mais ce n'était pas une raison pour que quelqu'un s'acharne sur lui. Il était engourdi par le harcèlement constant et voulait seulement que les gens le laissent tranquille. Aussi, lorsque Sion s'est approché de lui ce jour-là, il lui a simplement demandé de le laisser partir. Il ne comprenait pas ses intentions, mais il s'en fichait aussi, car il comptait bien consacrer tout son temps et tous ses efforts à atteindre Elfaria. Ce jour-là, alors qu'il avait ignoré Sion, ce dernier lui avait envoyé une boule de feu par frustration, et aujourd'hui encore, il l'attaque de la même manière. Phil esquive ses attaques et commence à s'enfuir. Sion incante alors un sort de magie de haut niveau et crée un faucon fait de flammes, qui est son gardien. Phil est surpris de le voir et encore plus choqué lorsque Sion ordonne au faucon de l'attaquer, car les gardiens sont principalement utilisés pour se défendre et gagner du temps. Il réagit rapidement et saute en utilisant son épée comme plateforme, coupant l'aile du faucon de flamme dans le processus. Il ramasse ensuite son épée et se précipite sur Sion, pensant que c'est l'occasion de mettre fin au combat. Cependant, le faucon de flamme régénère rapidement son aile perdue et se lance à sa poursuite. Phil se rend compte qu'il doit détruire son noyau pour l'arrêter, mais cela semble difficile car le gardien lui tire dessus. Il l'esquive, puis Sion l'attaque dans l'autre sens. Phil utilise son gantelet magique pour bloquer l'attaque et se fait repousser. Il est épuisé, mais Sion n'a pas l'air en meilleure forme. Tout le monde, y compris Edward, est choqué par la performance de Sion, car commander un gardien avec une telle habileté signifie qu'il est bien au-delà du niveau d'un étudiant ordinaire. Même les éclaireurs de la faction du feu s'intéressent à lui, bien qu'il ait trahi son équipe. D'après leurs données, Sion était plus faible que les 3 premiers de la fournée, mais sa performance d'aujourd'hui a surpris tout le monde. Le chef des éclaireurs pense qu'il doit y avoir une raison qui l'a poussé à dépasser ses limites, et il décide d'en informer immédiatement la flamme Magia Vendée. De retour sur le champ de bataille, Phil est à genoux et se rend compte que Sion est devenu plus fort. Sion lui demande si c'est tout ce qu'il a, car il était beaucoup plus fort lorsqu'il a combattu le monstre géant. Phil lui demande pourquoi il fait tout cela, car ils n'ont aucune raison de se battre. Sion s'emporte et lui demande s'il peut vraiment dire cela après tout ce qui s'est passé entre eux. Il demande à Phil s'il n'a pas de colère et de haine en lui, même après avoir été malmené par lui pendant toutes ces années. Phil répond qu'il est en colère et qu'il le déteste, mais que pour l'instant, il doit vaincre Julius. Entendre le nom de Julius fait basculer Sion, qui maudit Phil de ne s'intéresser qu'à lui. Il lui demande d'arrêter de l'ignorer, et Phil comprend soudain la raison du comportement étrange de Sion. Il comprend que Sion l'a reconnu et qu'il veut maintenant être reconnu par lui aussi. Phil met ses lunettes d'action et prend position, déterminé à respecter les sentiments de Sion en lui faisant face avec tout ce qu'il a. Sion est heureux qu'il le prenne au sérieux et commence à incanter son sort le plus puissant tandis que le faucon à flamme le couvre. Phil sait qu'il n'arrivera pas à ses fins en attaquant à moitié, il décide donc de surveiller le timing du sort de Sion et de contre-attaquer. Soudain, Sion ordonne à son gardien d'attaquer en lançant des dizaines de boules de feu à la fois. Phil est déconcerté par l'ampleur de l'attaque, mais il a déjà vu la trajectoire des attaques. Il s'élance à toute vitesse, esquivant les attaques sans effort. Il émerge des flammes et entaille le cœur du faucon de flamme avant de se diriger vers Sion. Sion l'attaque à nouveau à bout portant, mais avant que leurs attaques ne se rejoignent, un mur de pierre surgit entre eux, les arrêtant. Phil se cogne la tête contre le mur et tombe même lorsque Colette fait son apparition et leur demande d'arrêter de se battre. Ses vêtements sont en lambeaux après son combat avec Julius, et elle raconte au garçon qu'elle a botté le cul de Julius, mais qu'il a soudainement disparu. Sion réagit un peu tard, mais il s'énerve en disant à Colette qu'il est indécent pour elle de se promener ainsi vêtue. Colette le traite de porc misogyne pour avoir jugé une femme sur ses vêtements et lui rappelle que c'est de sa faute s'il a déclenché la bagarre. Elle demande ensuite à Phil de se dépêcher car il a un compte à régler avec Julius pendant qu'elle s'occupe des choses ici. Sion dit qu'il ne la laissera pas se mettre en travers de son combat,
mais Colette lui reproche d'être égoïste et stupide. Soudain, Phil place sa robe sur elle et la remercie, ce qui la fait rougir d'embarras. Phil ramasse son épée et s'enfuit en disant à Sion qu'ils continueront leur combat une autre fois. Pendant ce temps, Julius et son équipe sont les premiers à entrer dans le stade. L'animateur pense que personne ne peut les empêcher de s'emparer du trône quand soudain, Phil saute dans le stade à une vitesse incroyable. Il atterrit avec fracas juste derrière l'équipe de Julius, laissant tout le monde sans voix. Phil regarde attentivement Julius et le défie de se battre, mais Julius n'attendait que ça lui aussi. Pendant ce temps, dans la tour blanche, Elfie, l'amie d'enfance de Vil, est assise au balcon. Son assistante Sari arrive avec un rapport, mais lorsqu'elle appelle Elfie, elle s'aperçoit qu'elle dort profondément. Sari la réveille d'une gifle et lui dit de faire plus attention à sa réputation de magie à Vendée, car elle ne fait que dormir et regarder le monde en bas. Elfie se frotte la tête de douleur et, après s'être calmée, elle demande à Sari ce qu'elle vient faire ici. Sari lui donne des documents contenant la liste des élèves les plus prometteurs, et parmi eux, elle recommande un élève comme étant le meilleur choix pour rejoindre la faction de glace sous ses ordres. Elfie prend les documents et découvre que le candidat recommandé par Sari est Julius. L'assistante lui dit qu'en ce moment même, Julius fait sensation au grand festival de magie et qu'elle pense qu'il pourrait devenir le successeur d'Elfie. Elfie répond que si tout ce qui est écrit dans le rapport est vrai, Julius pourrait bien devenir son successeur. De retour dans l'arène, Vil s'approche de Julius et de son équipe, qui sourit à l'idée de leur combat. Julius fait fleurir une rose de glace et dit à Vil qu'il a bien fait de venir ici parce qu'il n'aurait pas été satisfait s'il avait gagné la couronne sans aucun défi. Plus encore, il voulait humilier Vil devant tout le monde pour affirmer sa domination. Vil se contente de mettre ses lunettes et dit à Julius que tant qu'il ne s'excusera pas auprès des nains, il n'a pas l'intention de perdre contre lui. Julius le traite de rat d'égout délirant qui ne connaît pas sa place et écrase la fleur de glace. Il utilise les éclats de la fleur pour créer un brouillard dense qui recouvre l'arène, et Vil ne peut rien voir. Cependant, grâce à ses oreilles pointues, il peut voir que Julius et ses laquais sont en mouvement et qu'ils l'encerclent. Soudain, un énorme cristal de glace l'attaque par derrière, et Vil réagit à temps pour le dévier. Il se met à courir dans la brume, certain que s'il continue à se déplacer, Julius aura du mal à le localiser. Malgré cela, les attaques de glace ne cessent de se succéder, mais Vil est maintenant mieux préparé et les esquive facilement. Il pense que ses trois ennemis lui ont tiré dessus, et jugeant leur position d'après les attaques, il décide de lancer sa contre-attaque. Il trouve Julius et se précipite vers lui, mais soudain, un cristal de glace le frappe presque. Il vient d'une nouvelle direction, et Vil se demande comment cela a pu se produire. Lorsque le brouillard se dissipe, les deux laquais apparaissent derrière Julius, qui dit à Vil qu'aucun d'entre eux n'a bougé de sa place. Vil est déconcerté, mais ce qui se passe ensuite le surprend complètement. Alors que le brouillard se dissipe, toute l'assistance est choquée de voir de multiples clones de Julius dans l'arène. Même Édouard est forcé de se lever de son siège, et Vil se demande ce qui se passe. Il pense que les clones ne sont peut-être que des illusions, mais il se rend compte qu'ils sont bien réels, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose. Avant même qu'il ne puisse réagir, les clones l'atteignent et Julius lui dit de faire attention car ils explosent. Il utilise sa magie pour les faire exploser, et Vil ne peut pas bouger assez vite pour l'éviter. Il est pris dans la glace, et tout le monde dans l'assistance est perplexe. Seules quelques personnes, dont Édouard et Workner, savent que le sort que Julius vient d'utiliser est l'un des 12 sorts originaux créés par le mage de génie Elfie. Vil le sait aussi, et il se rend compte que Julius a utilisé le premier des 12 sorts qui permettent de créer des clones de glace du lanceur de sorts. Il demande à Julius comment il peut utiliser le sort d'Elfie, ce à quoi Julius répond en riant. Il répond que c'est grâce à son talent naturel et à rien d'autre. Il a appris cette technique secrète en étudiant seul, ce qui signifie qu'il est déjà au niveau d'un magie à Vendée. Julius affirme qu'Elfie n'a rien de spécial par rapport à lui et qu'un jour, il la dénoncera au monde entier. Vil ne supporte pas qu'on insulte Elfie, alors il se libère de la glace et fonce. Julius rit et lui envoie une attaque de glace. Lorsque Vil la bloque, il se retrouve entouré par les clones, qui sont prêts à l'attaquer. Il continue de dévier leurs attaques une à une, mais Julius et ses laquais lui disent que s'il ne fait que cela, il va bientôt perdre. Julius décide alors de montrer un peu plus ses talents, et soudain, les clones qui entourent Vil cessent d'attaquer. Ils explosent soudain en piliers magiques qui se rejoignent et emprisonnent Vil dans une barrière pyramidale. Vil panique en réalisant qu'il est pris au piège, et lorsqu'il tente de couper la barrière avec son épée, rien ne se passe. Pour finir, Julius crée un gigantesque cristal de glace dans les airs et le laisse tomber sur Vil, l'écrasant. Tout le monde est stupéfait par sa force écrasante, et Édouard remarque que Julius a les qualités d'un magicien idéal car il a gagné le combat sans même faire un seul pas. Julius crée ensuite d'autres clones pour s'assurer et se dirige vers le bord de l'arène. Il appelle les recruteurs, leur demande ce qu'ils pensent de sa performance et se déclare le successeur d'Alfreya. Tout le monde commence à l'acclamer, le trouvant incroyable, mais les amis de Vil pensent que Julius va bientôt passer pour un perdant pathétique, car le combat n'est pas encore terminé. Soudain,
Le cristal de glace qui écrase Vil est coupé en deux, et lorsque Julius se retourne, le cristal se brise en morceaux, et Vil en sort visiblement indemne. Julius se demande comment il a survécu à l'attaque, mais Vil le remercie simplement de l'avoir aidé à se calmer, car il s'énerve toujours dès qu'Elfie est impliquée. Il prend position et Julius, frustré, décide de l'achever cette fois-ci. Toute son équipe attaque Vil avec de la magie de glace, et il pense l'avoir touché, mais Vil avait déjà évité leurs attaques et se trouvait derrière eux. Il assomme les deux laquais d'un seul coup, et soudain les clones s'effondrent. Tout le monde est troublé par ce qui se passe, et Vil explique que Julius n'a pas encore maîtrisé la magie des clones de glace. Il contrôlait les clones avec l'aide de ses coéquipiers, et sans eux, il ne peut pas utiliser la magie correctement. Il dit à Julius qu'il ne devrait pas se comparer à Elfie parce qu'il n'est pas assez fort pour être le chewing-gum sur sa chaussure. Julius est furieux et crie le nom de Vil en s'apprêtant à l'attaquer. Il crée une liane de glace sur son bras et la lance en direction de Vil, qui la coupe facilement. Cependant, il s'agissait d'une attaque en deux temps, et Julius fait soudainement exploser les roses à distance, entourant Vil de brume. Lorsque le brouillard se dissipe, ses clones entourent Vil, et il déclare qu'il va lui montrer la différence entre leurs compétences. Il attaque Vil avec plusieurs éclats de glace, mais Vil les esquive et s'approche de la couronne. Comme il y a maintenant plus de distance entre lui et les clones, leurs attaques deviennent lentes, et il peut facilement les esquiver et les dévier. Julius continue de l'attaquer, sachant que Vil avait raison de dire qu'il ne maîtrise pas encore le sort de clone de glace. Il ne peut contrôler que 4 clones à lui tout seul, et encore, leurs mouvements sont très limités. Cependant, il est certain que Vil n'a aucun moyen de le distinguer de ses clones, et il compte bien en profiter. Soudain, Vil s'élance vers Julius, qui panique et crée immédiatement un mur de glace rugueux entre eux. Vil traverse le mur avec facilité et donne un coup de pied dans un bloc de glace en direction de Julius, qui le frappe dans le ventre et lui donne une respiration sifflante. Julius lui demande comment il a su qu'il était le vrai, et Vil répond que la température des clones de glace est très basse, et que s'ils ne sont pas contrôlés correctement, le froid s'échappe, et des cristaux de glace se forment à leurs pieds. Julius regarde immédiatement ses clones et constate que Vil dit vrai. Il perd son calme et ses clones se brisent. Il se lève et demande comment un minable incompétent comme Vil peut connaître ce sort complexe mieux que lui. Vil répond qu'Elfie et lui sont des amis d'enfance qui ont grandi dans le même orphelinat, et que c'est pour cela qu'il connaît très bien sa magie. Il regarde la tour, certain qu'Elfie doit lui sourire, puis se tourne à nouveau vers Julius. Il déclare qu'il connaît toutes les forces et les faiblesses des sorts d'Elfie, mais Julius refuse de le croire. Il lui lance un cristal de glace, mais Vil l'abat facilement, et Julius perd espoir. Il tombe à genoux et Vil lui dit qu'il est vraiment doué car personne n'a encore réussi à copier les sorts d'Elfie. Mais il ne doit pas s'emballer, car Elfie n'avait que 2 ans lorsqu'elle a inventé la magie du clone de glace. Un silence absolu règne dans l'arène, et Julius n'arrive pas à se faire à l'idée que ce sort, qui a été le plus grand accomplissement de sa vie, a été inventé par une elfe de 2 ans. Il se rend compte qu'il a à peine atteint le niveau d'un enfant, et cela lui fait perdre la tête. Il se met à rire comme un fou avant de dire à Vil d'arrêter de le prendre pour un imbécile. Il libère toute sa puissance, envoyant une vague de magie dans l'arène et créant 8 clones autour de Vil. Julius lui demande s'il pensait que 4 clones étaient sa limite et déclare que le contrôle n'a plus d'importance car il va maintenant l'écraser par le nombre. Il invoque des dizaines de cristaux de glace dans le ciel, ressemblant à un perdant dérangé, et Vil s'excuse d'avance en lui disant que ce n'est rien car il se souvient avoir été submergé par 10 elfes dans son enfance. Julius grince des dents au point de saigner. Dans sa rage aveugle, il envoie les cristaux de glace dans le ciel avant de les envoyer vers Vil. Vil esquive facilement l'attaque et se précipite sur les clones, poignardant l'un d'entre eux à la tête. Julius a peur pour sa vie et s'enfuit en disant à ses clones d'arrêter Vil. Sans se laisser décourager, Vil fonce, esquivant les attaques et frappant les clones d'un seul coup d'épée. Il continue d'avancer en déviant les attaques et en détruisant les clones, mais Julius le bombarde d'attaques de glace. Vil bloque tout avec une grande vitesse et esquive la prochaine série d'attaques en s'enfuyant. Il abat un autre clone d'un coup de pied, puis bloque d'autres attaques avant d'en briser un autre. Il détruit un autre clone et donne un coup d'épée au dernier. Il ne reste plus que le vrai Julius, qui est complètement terrifié par Vil, qui sprinte vers lui et active son gantelet magique pour l'achever. Julius tente de lancer un sort, mais il est trop tard, et Vil lui assène un coup de poing en plein visage, l'envoyant s'écraser contre le mur. Julius est assommé et tout le monde est choqué que Vil ait réussi à le battre. Le stade entier se met à applaudir et à encourager Vil, qui est maintenant trop épuisé. Colette et Sion arrivent également à ce moment-là, et Colette court vers lui pour le féliciter. Cependant, lorsque Vil se tourne vers la couronne, il est choqué d'y trouver Wignal. L'elfe aux cheveux verts lui dit qu'il a dû être tellement occupé par son combat qu'il a oublié que le véritable objectif de ce jeu était d'obtenir la couronne. Wignal prend la couronne et la place sur sa tête, remportant le tournoi uniquement parce qu'il connaissait mieux les règles. Des feux d'artifice sont tirés dans le ciel pour célébrer sa victoire, et le tournoi se termine ainsi. Au sommet de la tour, Sari rédige quelques notes sur la conclusion du tournoi,
mais Elfie tremble sur son siège. Lui demandant s'il existe une magie permettant de remonter le temps ou d'effacer les souvenirs, Sari lui répond que non, et que même si c'était le cas, elle ne la laisserait pas l'utiliser. Elle lui demande ce qui ne va pas et découvre qu'Elfie est en larmes parce que Vil a dit plus tôt qu'il avait été tourmenté par 10 Elfies dans le passé. De retour dans l'arène, Vil s'assoit enfin pour se reposer et Colette arrive à ses côtés. Sion n'arrive pas à croire que Vil a vaincu Julius, et il jure d'être celui qui le vaincra. Pendant ce temps, Vil s'excuse auprès de Colette que Wignall ait pris la couronne, mais cela ne la dérange pas, et lui non plus, car il a réussi à remporter son prix en battant Julius. Le soir, Vil et ses amis se rendent à la taverne où ils travaillent, où les nains organisent une fête pour célébrer sa victoire. Dont, le chef des nains, porte un toast et lance la fête. Colette est entourée de tantes curieuses qui lui demandent quand elle va se marier avec Vil, tandis que le professeur Workner remercie les nains de s'être occupés de Vil. Au matin, ils ne sont plus qu'une poignée à être réveillés. Après avoir bu un verre, dont demande à Vil s'il a été repéré par la tour, mais Colette répond que non. Non seulement les membres de l'équipe se sont disputés, mais ils n'ont pas réussi à remporter la compétition. Elle dit que tout est de la faute de Sion, et c'est alors que Rosti arrive, demandant s'ils n'ont pas invité Sion à la fête. Vil répond qu'il a essayé de l'inviter, mais qu'il a rejeté son offre avec colère. Dont dit que tout va bien parce qu'en fin de compte, Vil a gagné et Julius s'est excusé, mais ce n'est pas tout. En ce moment même, Julius travaille dans la cuisine à faire la vaisselle, en criant et en maudissant sa situation. Le propriétaire lui dit d'arrêter de se plaindre et de bouger les bras car, dans la culture des nains, on s'excuse par des actes et pas seulement par des mots. Julius et ses 2 laquais doivent travailler à la taverne pour s'excuser, et il pense que c'est encore plus humiliant que d'avoir été battu par Vil devant toute l'école, ce qui lui a valu de ne pas être repéré non plus. Voyant tout ce chaos autour d'eux, le professeur Workner s'inquiète pour la journée à venir. Colette pense qu'après que Vil a montré ses capacités à tout le monde, ils le traiteront mieux, mais le professeur pense que le résultat pourrait être différent de ce qu'ils attendent. Le lendemain, alors que Vil et Colette traversent le hall, 2 élèves s'approchent d'eux et demandent à Vil s'il peut faire partie de leur équipe de pilleurs de donjons. Les garçons se sentent alors gênés et disent qu'ils reconnaissent son talent et qu'il doit donc venir avec eux. Malgré ces mots, leur ton donne l'impression qu'ils donnent des ordres à Vil. Bientôt, d'autres groupes arrivent et demandent à Vil de rejoindre leur équipe. Ils le pressent de toutes parts, et le pauvre Vil n'arrive pas à digérer cette soudaine notoriété. Colette se rend compte que c'est ce qui inquiétait Workner. Ne supportant pas de voir Vil accablé, elle se précipite et leur dit de s'en aller. Elle les traite de faux hypocrites qui se moquaient tout le temps de Vil et qui, maintenant, lui demandent de se joindre à eux. Elle se tourne vers Vil et lui demande s'il n'est pas fâché de leur hypocrisie, mais Vil est ravi. C'est la première fois que quelqu'un lui demande de rejoindre son équipe, et ses yeux ne cessent de briller de joie. L'une d'entre elles dit à Colette de s'éloigner et prend la main de Vil pour lui demander de rejoindre leur équipe et de l'accompagner demain au donjon. Colette panique et tire immédiatement Vil vers elle, déclarant qu'ils vont faire des courses demain et que Vil n'est donc pas libre. Le soir, elle panique en réalisant ce qu'elle a fait et se dit que c'est presque comme si elles avaient un rendez-vous. C'est alors que Rose, sa colocataire, arrive avec du café et apprend que Colette et Vil ont un rendez-vous. Colette tente d'expliquer que ce n'est pas le cas, mais Rose lui dit d'arrêter ses conneries, car elle sait à quel point elle a envie de se mettre dans le pantalon de Vil. Elle est prête à jouer le rôle d'équipière et dit qu'il devrait commencer à se préparer pour demain. De son côté, Vil est occupé à faire ses devoirs et Rosti lui demande s'il va au donjon demain. Vil lui répond qu'il va faire du shopping, bien qu'il ait été à moitié forcé par Colette. En apprenant qu'il n'y aura que Vil et Colette, Rosti devient jaloux car il a lui aussi des vues sur Vil. Le lendemain matin, Colette attend impatiemment Vil sur la place de la ville, bien décidée à faire de cette virée shopping un rendez-vous réussi. Vil arrive bientôt, et elle est ravie de le voir. Il lui fait alors l'éloge de sa coiffure et de sa robe, disant que la voir si mignonne lui fait chaud au cœur. Colette ne réagit pas à l'appel de ce gentil criminel et ne peut que le remercier. Soudain, Rosti arrive en courant et s'excuse d'être en retard. Colette est stupéfaite car elle n'a jamais demandé de 3e roue du carrosse lors de leur rendez-vous et demande à Vil ce qui se passe. Il lui explique que Rosti a demandé à participer à la virée shopping parce qu'il avait lui aussi besoin de quelque chose, et qu'il n'a pas vu d'inconvénient à l'inviter. Colette est stupéfaite, puis Rosti glisse séduisamment sa main dans celle de Vil avant de l'emmener. Elle est certaine que les amis ne se tiennent pas la main de cette façon, et Rosti la taquine, la rendant encore plus confuse quant à ses intentions. Plus tard, Rosti devance Colette en cherchant avant elle le livre que Vil voulait. Ensuite, il l'aide à s'habiller, tandis que Colette se contente de regarder tout ce qui se passe. Toute la séance de shopping se déroule ainsi et Colette est très contrariée à la fin de la journée. Vil lui demande ce qui ne va pas et elle l'engueule en lui demandant ce qui se passe avec Rosti. Elle lui dit qu'ils sont étrangement proches et qu'à en juger par le visage de Rosti, elle doute qu'il s'agisse d'une fille qui se travestit. Vil lui assure que Rosti est un homme et qu'il est le plus grand des deux. Il dit que le toucher physique est le langage d'amour de Rosti et qu'il a toujours été collant depuis leur première rencontre. Colette s'inquiète encore plus. À ce moment-là, Rosti revient avec des boissons.
Il n'en a apporté que 2 et compte partager le verre de Vil, mais Colette ne se laisse pas faire. Elle demande à Rosti de boire dans son verre, et celui-ci décide de l'affronter comme il se doit. Il dit à Vil d'aller faire réparer son épée pendant qu'il reste ici, et même Colette est d'accord, disant que les forgerons n'aimeront pas que des mages se présentent dans leur boutique de toute façon. Une fois Vil parti, Colette respire profondément et demande à Rosti si c'est son imagination ou s'il aime Vil plus qu'un simple ami. Rosti se lève et se rapproche d'elle, affirmant qu'il aime Vil plus que quiconque au monde, et que Vil l'aime aussi en retour. Colette s'énerve et répond qu'elle est plus proche de Vil et qu'ils avaient l'habitude de se serrer l'un contre l'autre quand ils avaient tous les deux 4 ans. Rosti dit que c'est du passé et que Vil l'a maintenant. Il révèle qu'ils prennent des bains amicaux ensemble chaque soir, et Colette craint que Vil ne bascule dans l'autre sens. Pendant ce temps, Vil s'inquiète de savoir si ses 2 amis vont s'entendre, quand soudain Léana, une étudiante d'élite, vient le voir. Il est choqué de voir Léana, qui est considérée comme l'élève parfaite, ayant obtenu tous les crédits dans toutes les matières. Il se demande pourquoi elle est venue voir un loser comme lui, et elle lui demande de l'accompagner un moment. Elle l'emmène dans un salon de thé et, à sa grande surprise, Vil constate que tous les autres meilleurs étudiants de leur promotion sont déjà là. Léana lui annonce qu'un raid d'1 semaine dans un donjon va bientôt avoir lieu, ce qui permettra à tout le monde de gagner beaucoup de crédits. Pour cela, elle veut former un groupe avec les 5 personnes présentes dans cette salle. Il semble que les autres n'aient pas su qu'elle avait invité Vil tout à l'heure. Sion exige une explication sur la raison pour laquelle elle a fait venir l'utilisateur sans magie, et même Julius n'est pas content. Vil est lui aussi inquiet, et il se tourne vers Léana pour lui demander à quoi elle pensait en l'amenant ici. Elle est confuse et demande si c'était une mauvaise idée, et Vil se rend compte que ses neurones sont partis en vacances. Soudain, Sion se met en colère contre Vil parce qu'il l'a ignoré, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Wignal donne un coup de baguette et crée l'illusion qu'il se trouve dans un champ de fleurs. Il dit que des actions aussi téméraires ne conviennent pas aux mages, et Sion n'a d'autre choix que de reculer. Wignal dit qu'il devrait au moins écouter ce que pense Léana. Elle révèle qu'elle a été impressionnée par les performances de Vil lors du récent tournoi, et qu'elle est certaine qu'il possède un ensemble de compétences que personne parmi eux ne possède. C'est pourquoi elle veut le recruter dans leur équipe, car elle pense qu'il leur sera très utile. Julius n'est pas d'accord avec elle, disant que Vil ne peut même pas utiliser la magie de base pour chercher des ennemis et qu'il ne sera qu'un poids mort pour eux. Sion dit qu'il ne veut plus être dans le même groupe que Vil, mais Wignal les traite tous les deux de mauvais perdants. Il dit qu'ils n'ont pas le droit de rejeter Vil alors qu'il les a battus tous les deux dans le tournoi. Il ajoute que Vil est aussi fort qu'un nain et aussi agile qu'un monstre, et que, bien que peu raffiné, son maniement de l'épée a suffi à vaincre 2 des meilleurs mages de leur lot. Julius déclare que, selon cette logique, même Wignal est inférieur à Léana, qui a plus de crédit que lui. Wignal n'a aucune honte à accepter cela et dit qu'il respecte Léana, et qu'il suivra donc sa décision de choisir Vil pour leur équipe, même s'il ne l'apprécie pas personnellement. Léana déclare alors qu'elle a l'intention d'utiliser tous les membres de l'équipe pour atteindre la gloire et monter dans la tour blanche. Vil demande si elle n'a pas été repérée, et elle répond que la faction de la foudre l'a contactée, mais qu'elle n'a pas accepté leur offre parce qu'elle n'était pas satisfaite. Elle explique ensuite à tout le monde qu'elle vient d'une famille de chevaliers et qu'en général, ils n'ont pas une grande longévité. C'est pourquoi elle veut faire quelque chose de grand de sa courte vie, et l'ascension de la tour ne suffira pas. Elle déclare qu'elle veut être une magia vendée et sait que tout le monde dans la salle a les mêmes ambitions. Elle demande à chacun de placer sa pièce dans un gobelet pour accepter la formation de l'équipe. Elle commence, suivie de Wignal, et même Julius et Sion acceptent cette équipe parce qu'ils savent qu'ils seront plus performants que tout le monde. Vil est le dernier à rester, et il se demande quelle décision il doit prendre. Plus tard, il va voir ses amis, qui l'attendaient au marché. Il lui demande ce qui lui a pris tant de temps, mais Vil va de l'avant et leur dit qu'il va participer au raid dans le donjon en tant que membre du groupe de Léana. Le lendemain, le professeur Workner annonce aux élèves le grand raid dans le donjon qui aura lieu dans 10 jours. Tous les élèves doivent y participer, et le donjon sera temporairement ouvert jusqu'au 10e étage pour qu'ils puissent affronter des monstres valant 5 crédits ou plus. C'est leur seule chance de gagner plus de 1000 crédits d'un coup, et s'ils parviennent à vaincre les boss de l'étage, ils obtiendront beaucoup de crédits supplémentaires. Lors du cours suivant, Edouard leur explique que le raid du grand donjon est risqué et que, chaque année, des étudiants y perdent la vie. Les professeurs seront postés dans le donjon, mais ils ne pourront pas se rendre partout rapidement. Edouard conseille donc à tout le monde de connaître ses limites et de ne pas les dépasser. Bientôt, le camp de base pour le grand raid du donjon est installé au 6e étage. Colette accompagne le groupe de Vil, et lorsque Léana dit qu'elle ne l'a pas invité, Colette répond qu'elle vient dans le cadre d'un forfait avec Vil. Rosti ne peut pas les accompagner car il n'est qu'un fabricant d'artefacts, mais Vil le remercie pour tous les artefacts qu'il a préparés pour ce raid. Ensuite, Workner et Edouard rassemblent tous les élèves et leur disent qu'ils doivent plonger dans le donjon et survivre pendant une semaine. Les camps de base situés au 8e et 10e étage serviront de zone de sécurité. Les professeurs y seront postés, et si quelqu'un est blessé ou veut prendre sa retraite, il doit rejoindre ces zones de sécurité.
Sur ce, tout le monde se prépare, et le grand raid du donjon commence. Tous se mettent immédiatement en action, tandis que Vil réfléchit à la façon dont il pourra enfin se faire remarquer par Elfie s'il se débrouille bien pendant cette session. Mais avant qu'il ne comprenne le plan, Wignall utilise immédiatement sa magie du vent pour les faire décoller dans les airs à une vitesse incroyable, couvrant rapidement du terrain. Mais il commence bientôt à tomber, ce qui effraie Vil, qui se demande ce qui se passe. Heureusement, il s'arrête en plein vol juste avant de tomber et touche doucement le sol, tandis que Vil tombe la tête la première dans la terre. Colette lui demande s'il va bien, mais il se relève immédiatement, essayant de s'adapter à son nouveau groupe. Soudain, la grotte derrière eux explose et une fourmi géante cramoisie en sort. Vil pensait qu'il ne s'agissait que d'un seul monstre, ce qui n'aurait pas été un gros problème pour lui, mais il semble être tombé sur une colonie de fourmis, car une énorme horde de fourmis commence à se diriger vers eux. Vil sait que les mages ne sont pas doués pour le combat rapproché, ce qui signifie qu'il va devoir s'occuper de ces monstres. Il se prépare donc avec son épée, mais Wignall l'arrête et lui dit d'observer. Soudain, Léana passe devant eux à la vitesse de l'éclair et Wignall lui explique que Léana vient d'une famille de chevaliers et qu'elle est une exception parmi les mages puisqu'elle est experte en combat rapproché. Elle en fait la démonstration en coiffant les monstres, les détruisant d'un seul coup, ce qui choque Vil au plus haut point. Ils reprennent leur route, mais les choses ne se déroulent pas comme Vil l'avait prévu. Il se souvient que Workner lui a parlé du sort magique le plus élémentaire, appelé « Recherche », qui peut les aider à trouver les monstres dans la région, mais comme il ne peut pas utiliser cette magie, il ne parvient pas à les trouver assez rapidement. Un autre monstre apparaît derrière Vil, qui est pris au dépourvu, mais il est sauvé par Julius, qui gèle la fourmi et demande à Vil de ne pas se mettre en travers de son chemin. Vil se rend compte qu'il ne pourra pas tuer une seule bête si cela continue. Très vite, Wignall utilise un énorme cercle magique de lame de vent pour décimer tous les monstres autour d'eux. Wignall dit qu'il s'attendait à ce que Vil soit d'une certaine aide, mais que jusqu'à présent, il a été plutôt inutile et n'a même pas joué son rôle de bouclier. Léana prend la parole, affirmant qu'il n'a tout simplement pas eu le temps ou l'occasion de jouer son rôle, et pense qu'ils seront bientôt heureux que Vil soit avec eux, plus loin dans le donjon. Il ne ramasse même pas les gouttes, car cela ne ferait que les ralentir, alors que Sion dit à Wignall de ne pas les ralentir. Vil essaie de se ressaisir et de commencer à les aider, mais il n'est toujours pas utile car les monstres sont tués avant qu'il n'ait pu les voir correctement. Il se contente de les suivre dans le donjon comme une mule pendant qu'il s'occupe de tous les ennemis. Très vite, Léana regarde sa montre et dit à tout le monde que cela fait déjà une journée et qu'il devrait faire une petite pause avant d'aller plus loin. Ils sont au milieu d'une grotte, ce qui n'est pas vraiment sûr, alors Wignall utilise sa magie elfique pour créer l'illusion d'un pare-feu. Cela ne fait aucun mal, mais suffit à effrayer les monstres pour qu'ils ne les attaquent pas. Léana lui demande rapidement de distribuer les rations qu'ils ont apportées avec eux. Vil dépose donc immédiatement son sac et prend de la nourriture pour chaque membre de l'équipe et la leur donne. Mais lorsqu'il s'approche de Wignall, l'elfe aux cheveux verts lui dit de ne pas s'approcher et de laisser la nourriture par terre, car il ne veut pas toucher Vil, qui n'en est pas digne. Colette est horrifiée par cette discrimination et, comme toute femme blanche, se met à crier après Wignall. Mais celui-ci prétend que ce n'est pas seulement Vil, il ne veut être touché par aucune d'entre elles, à part Léana, car ce sont toutes des mages, alors que lui est un elfe. Il ne laisse Léana le toucher que parce qu'il la juge suffisamment digne. Vil dit à Colette de laisser tomber, tandis qu'il s'assoit sur le côté, pensant à la chance qu'a la race elfique. Tout comme les nains, les elfes ne sont pas de ce monde, mais ils sont extrêmement doués pour la magie, et c'est pourquoi ils sont respectés par tous les humains. Au sommet de tous les magias vendés se trouve la reine des elfes, qui les commande tous. Bientôt, Léana les convoque tous pour une réunion et leur dit qu'ils vont maintenant se rendre au 10e étage où se trouve le monstre patron nommé Nébrus. Elle affirme que tuer cette bête leur rapportera 110 crédits, ce qui est une somme incroyablement élevée, et comme il n'existe qu'un seul exemplaire de cette bête, ils doivent s'assurer d'être ceux qui la tueront. Elle révèle qu'elle a créé ce groupe dans le but de tuer Nébrus afin de se faire remarquer par les instituts supérieurs et les éclaireurs. Wignall, cependant, demande s'il est sage d'opter pour le plat principal sans même avoir goûté aux amuse-gueules. Léana dit à Wignall que sa mère est un amuse-gueule et affirme qu'elle veut qu'ils affrontent Nébrus avec toute leur force, et qu'ils pourront toujours s'occuper des petits monstres après avoir vaincu le boss. Elle leur dit ensuite qu'elle veut prendre le chemin le plus court vers le 10e étage et demande si quelqu'un a des problèmes. Vil sait que le monstre boss sera très dangereux, mais il a aussi besoin des crédits, alors il accepte. Ils arrivent bientôt au 10e étage où, à leur grande surprise, une tonne de monstres sont déjà morts sur le sol. Vil se demande si quelqu'un est arrivé là avant eux, mais Sion affirme que c'est impossible puisqu'ils ont pris le chemin le plus court et ont même sauté tous les camps de base. Vil se penche pour examiner le monstre mort sur le sol et se rend compte qu'il a été tué en utilisant la force brute plutôt que la magie, ce qui est très suspect. Même après cela, il continue à s'enfoncer, quand soudain ils sont tous choqués de constater que Nabru a également été tué, le chien à 3 têtes gisant sur le sol. Cette découverte effraie les mages, qui commencent immédiatement à utiliser leur magie de recherche.
Pendant ce temps, Vil a un flashback de Workner qui lui dit que la magie de recherche a des défauts, car un mage peut toujours utiliser la magie d'occultation pour se cacher, mais il y a aussi un monstre très dangereux qui peut faire la même chose. Le cœur de Vil s'emballe et il lève les yeux pour voir des yeux rouges, alors que le monstre charge un rayon et le lance sur eux. Vil demande à tout le monde de reculer pendant qu'il bloque le rayon avec son épée et le dévie. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, le monstre apparaît derrière Wignal et le frappe contre un mur, lui faisant perdre son sang. Les mages restants commencent immédiatement à préparer des sorts, mais le monstre frappe le sol de sa main, ébranlant toutes les fondations. Le sol en dessous d'eux se brise et ils commencent tous à tomber, tandis que Vil s'élance immédiatement vers un Wignal inconscient et le sauve pendant la chute. Il se lève et regarde autour de lui pour se retrouver dans un étrange repère et se rendre compte qu'ils sont à un étage complètement différent. Sion et Julius sont également coincés ensemble, et ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont tombés au 11e étage, qui est en dehors du territoire de l'académie, et qu'ils ne peuvent donc pas espérer être sauvés. Léana, quant à elle, saigne de la tête et se demande s'ils pourront en sortir vivants, car le 11e étage est situé à un niveau complètement différent des autres étages et seuls les mages de haut rang sont autorisés à y mettre les pieds. C'est en effet un énorme serpent qui attaque Vil, mais il parvient à lui trancher la tête, ce qui ramène Wignal à la réalité en se demandant si ce perdant a tué la bête tout seul. Vil tente immédiatement d'aider Wignal à se relever, mais ce dernier repousse sa main, affirmant qu'il peut s'aider lui-même. Il commence à se bander le bras, tandis que Vil calcule qu'ils ont presque perdu tout leur matériel, mais que chacun a assez de provisions pour survivre 2 jours au maximum. Mais comme ils sont au 11e étage, il est préférable de penser qu'ils n'ont qu'une journée pour s'échapper de cet enfer. Il dit immédiatement à Wignal qu'ils doivent partir à la recherche de Colette et des autres, car c'est la seule façon pour eux de survivre à ce niveau. Wignal lui répond qu'ils doivent simplement attendre les secours, comme le veut le règlement de l'académie. Cependant, Vil lui dit qu'avec le monstre au 10e étage, personne ne viendra les sauver aussi rapidement. Il a raison, car 2 professeurs de l'académie ont été tués et crucifiés sur les rochers, tandis qu'une horde de monstres crée une débandade au camp de base du niveau 8. Alors que le professeur et Lisa tentent de maîtriser la situation, Workner se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond, et Edward se précipite vers lui, affirmant que l'événement est annulé et qu'ils vont entrer, car quelque chose ne va pas du tout. De retour au 11e étage, Wignal continue d'utiliser la magie de recherche, mais Vil lui dit de se calmer, car il ne fera que se fatiguer. Il suggère à Wignal de les laisser, Kiki et lui, chercher les monstres proches, tandis que Wignal devrait chercher ceux qui sont plus éloignés. Il affirme qu'ils doivent se battre le moins possible, ce qui surprend Wignal, car personne ne peut être aussi calme dans une telle situation. Cependant, Vil a été confronté à de telles situations à de multiples reprises et a appris tout ce qu'il y a à savoir sur les donjons. Soudain, ils sentent un monstre venir vers eux, et il s'agit en fait de 3 cochons monstres qui tentent de les encercler. Vil décide de s'occuper des 2 monstres de devant pendant que Wignal s'occupe de celui de derrière. L'elfe utilise immédiatement sa magie du vent pour éloigner le monstre et se retourne, choqué de voir Vil trancher les monstres puissants comme s'il n'était rien. Vil les traverse à une vitesse incroyable, esquivant leurs attaques tout en assénant des coups mortels. Soudain, Wignal se rend compte que son monstre n'est pas encore mort et se précipite vers lui pour l'attaquer. L'elfe se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de temps pour contrer, alors il tente d'utiliser la magie d'illusion pour repousser le monstre, mais Vil lui hurle de ne pas le faire. À la surprise de Wignal, le monstre passe au travers de la magie d'illusion et s'apprête à tuer l'elfe, mais Vil intervient et coupe le monstre en 2. Wignal reste assis, encore sous le choc, tandis que Vil lui explique que ces monstres porcins n'ont pas Dieu, et que les illusions ne fonctionnent donc pas sur eux. Wignal est totalement brisé et affirme que c'est lui qui a toujours été un perdant, tandis que Vil se demande où il va bien pouvoir trouver un thérapeute pour cet idiot.